Je vous propose de reprendre, toujours avec la physique d'Einstein, mais cette fois-ci, on va quitter la relativité pour aller vers une physique plus basse énergie. Et on va commencer par Jean-François Joanny, qui, comme l'a annoncé Antoine Compagnon, fait désormais partie de cette maison, puisqu'il est le titulaire de la chaire matière molle et biophysique, que je dis dans le bon ordre. Voilà, Jean-François, je te laisse la parole pour nous parler de Paul Langevin et du mouvement brownien. Bonjour, donc je vais vous parler de mouvement brownien et surtout du rôle de Paul Langevin dans le mouvement brownien. Je vais commencer par dire quelques mots sur Paul Langevin. Ensuite, je vous parlerai de marche aléatoire et de mouvement brownien. Je vous parlerai de l'équation de Langevin, bien sûr, et de ce qu'on appelle la relation d'Einstein. Et puis après, je vous parlerai de systèmes qui ne suivent pas la relation d'Einstein, qui sont des systèmes biologiques. Et donc, je vous donnerai quelques exemples de mouvements browniens en biologie, qui sont les choses qui, moi, m'intéressent directement. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de Paul Langevin. J'ai un lien très fort avec lui, qui est ce buste qui trône dans mon bureau à la direction de l'ESPCI. En gros, c'est mon camarade de bureau. Langevin est connu, bien sûr, pour les résultats scientifiques importants qu'il a apportés dans des domaines très variés, la relativité, et tout le monde connaît les jumeaux de Langevin, le magnétisme, pour lequel il a fait la théorie du paramagnétisme. Il y a une équation de Langevin qui apparaît dans tous les cours de physique. Et puis, donc, il y a cette équation de Langevin qui décrit les fluctuations dans les liquides. Je voudrais ajouter deux choses à ça. Une première chose, c'est qu'il a fait de la physique appliquée. Il a inventé le sonar. Il traîne à l'ESPCI un vieil évier qui est censé être celui où Langevin a inventé le sonar. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été secrétaire des congrès Solvay. Et il y a dans la bibliothèque de l'ESPCI les archives des congrès Solvay qui sont une mine de documents absolument extraordinaire. Il a été, comme l'a dit Antoine Compagnon, professeur au Collège de France de 1909 à 1946. Et il a été directeur de l'ESPCI de 1925 à 1946. Il était même directeur des études avant d'être directeur de l'école. Alors, comme on l'a dit ce matin, Langevin avait une amitié très forte avec Einstein. Ce que j'ai trouvé, moi, à l'ESPCI, c'est les lettres complémentaires de celles qui ont été montrées ce matin. C'est les échanges entre Einstein et Langevin à propos de la chaire en 1922. Donc, elles viennent du laboratoire de physique expérimentale du Collège de France. Voilà la lettre d'invitation que Langevin a envoyée à Einstein. Un commentaire que je peux faire, c'est que la première phrase, elle est encore utilisée directement quand on vous invite au Collège de France. Ça commence par cette phrase-là. En tout cas, moi, quand on m'a invité, ça a commencé par cette phrase-là. Et c'est Bernard Derrida qui l'a fait. Comme l'a dit Antoine Compagnon ce matin, Einstein a commencé à refuser l'invitation qui lui avait été faite à cause des tensions entre la France et l'Allemagne, et aussi par le fait qu'il était à l'Académie prussienne des sciences et qu'il avait peur que sa venue empire le problème plutôt que de l'améliorer. Il y a une lettre d'acceptation de Langevin qui ne figure pas dans ces articles qui viennent d'un numéro d'un journal qui s'appelle La Pensée, et la lettre d'acceptation ne figure pas dans ce numéro de La Pensée. Apparemment, Einstein a bien discuté avec le ministre des Affaires étrangères allemande qui l'a convaincu d'accepter l'invitation. Et puis voilà la lettre de Langevin qui répond à Einstein qui vient d'accepter l'invitation au Collège de France. C'est la même histoire que ce matin, puisque c'est M. Croiset qui doit venir l'inviter officiellement. La suite de la lettre est très terre-à-terre. On discute de logement et de détails de la venue d'Einstein à Paris. Donc voilà, et ça c'est une photo qui vient de la collection de l'ESPCI avec Langevin et Einstein. Donc voilà un peu le cadre de ce que je voulais dire sur Langevin. Maintenant, je vais vous parler de marche aléatoire et de mouvement brownien. Je vais commencer avec des choses très très simples sur les marches aléatoires. Une marche aléatoire, l'exemple type, ça serait celui d'un marcheur sous qui fait des pas complètement au hasard. Tous les pas ont la même taille et la seule condition, c'est que chaque pas ait une orientation totalement aléatoire par rapport au précédent. Alors c'est assez facile de générer ça sur un ordinateur. Voilà une marche aléatoire générée sur un ordinateur. Elle commence là et je ne sais pas très bien où elle finit, peut-être ici. Il y a 10 000 pas dans cette histoire-là. La première chose qui est évidente, c'est que si je trace un vecteur entre le début et la fin de la marche, comme tous les pas sont aléatoires, l'orientation de ce vecteur est aléatoire. Et si je refais l'expérience beaucoup de fois, en moyennant, je vais trouver que ce vecteur est nul. Il n'y a pas de direction privilégiée pour une marche aléatoire. Ce qui va caractériser la marche aléatoire, c'est
c'est le module du vecteur entre le point initial et le point final. J'ai écrit ici le carré de ce module. On prend la moyenne à nouveau sur beaucoup de marches aléatoires. Et la règle, c'est que la moyenne du carré, c'est la somme des carrés de tous les pas. Et donc si vous faites n pas, ce vecteur r au carré, c'est n à 2 en moyenne. Alors comment je transforme ça en un problème de diffusion? Je vais considérer que chaque pas a la même durée, que la marche dure un temps t, et le nombre de pas, c'est le temps t divisé par la durée taux d'un pas. Et si je réécris cette loi-là, je trouve que R2 est proportionnel à t. Ça, c'est la loi de la diffusion. Et puis le coefficient de diffusion, à 3 dimensions, il faut l'écrire 6D. Le 6 c'est un peu arbitraire, mais il aide après à avoir un coefficient de diffusion bien défini. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'un mouvement de diffusion, c'est quelque chose de très lent. Alors c'est très lent, on le voit ici, parce que la diffusion revient beaucoup sur elle-même. On perd beaucoup de temps. La façon dont j'ai illustré ça, c'est que j'ai tracé ici cette longueur R2 en fonction du temps. Donc pour un mouvement diffusif, c'est 6 dt. Et puis je l'ai comparé à ce qui se passe si on va à vitesse constante. Si on va à vitesse constante, R c'est Vt, R2 c'est V2 taux 2. Et vous voyez qu'assez vite, si on va à vitesse constante, on est bien plus efficace pour parcourir l'espace que si on le fait par diffusion. Donc voilà, des choses très très naïves sur les marches aléatoires. Après, je vais vous parler de mouvement brownien. Je vais vous parler de Robert Brown. Robert Brown, c'était un botaniste dans les années 1820 qui étudiait les pollens et qui s'est aperçu qu'il y avait une agitation des particules de pollen. Et c'est ça qui a donné lieu au mouvement brownien. Alors voilà l'article original de Robert Brown, qui a un titre ici. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il parle aussi de l'existence générale de molécules actives dans les matériaux organiques et inorganiques. Donc ce que faisait Brown, c'est qu'il attribuait cette agitation des particules de pollen qu'il voyait à des molécules actives qui créeraient cette agitation. Alors bien sûr, on sait très bien aujourd'hui, et ça a été une des contributions essentielles d'Einstein et de Langevin, de montrer que c'est l'agitation thermique qui, dans beaucoup de cas, crée le mouvement brownien pour des systèmes à l'équilibre thermodynamique. Je veux essayer de vous montrer à la fin que cette idée n'est pas si stupide que ça et qu'il y a des cas où c'est parce que les systèmes sont ce qu'on appelle actifs qu'il y a de l'agitation. Alors j'ai pris un exemple ici qui est une solution de particules dans l'eau. Donc ce que vous voyez, c'est des particules qui sont nanométriques. Et vous voyez l'agitation thermique des particules nanométriques dans l'eau. Elles sont plus petites que ça. Hein. Ce qu'on voit, c'est la tache de fluorescence, ce n'est pas la tache des particules. Mais on voit bien qu'il y a une agitation thermique. Et l'idée, c'est que si j'arrivais à suivre une de ces particules, elle aurait une trajectoire qui est une marche aléatoire, exactement la même que celle que je vous ai montrée dans l'image précédente. Donc il faut suivre toutes les particules, moyenner sur les particules, et on trouverait les résultats de la marche précédente, c'est-à-dire que la distance au carré parcourue par une particule augmente linéairement avec le temps, avec un coefficient de diffusion qui est bien reconnu. Alors c'est là que je reviens à Langevin. Langevin a écrit un article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1908 pour interpréter cette agitation des particules dans l'eau, où il introduit ce qu'on appelle maintenant l'équation de Langevin. L'équation de Langevin, je l'ai écrite ici, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est la loi de la dynamique, c'est l'équation de Newton appliquée à une de ces particules. Vous avez la masse fois l'accélération ici, vous avez une force extérieure, et puis ce qu'essaye de décrire Langevin, c'est l'interaction des particules avec les molécules du fluide. Les molécules du fluide ont des collisions sur la particule, et il divise cette force en deux termes. Il dit qu'il y a une force moyenne, qui est la force qui serait exercée sur la particule si elle avait une vitesse constante. Ça, c'est la force de friction, qu'on sait parfaitement calculer en hydrodynamique. Elle est proportionnelle à la vitesse. Il y a un coefficient de friction ici, et elle s'oppose à la vitesse. Et puis, il y a des fluctuations. Ces fluctuations, c'est les collisions individuelles des molécules sur la particule. Ces fluctuations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la force de Langevin. Alors, il y a une propriété qui est évidente, c'est que, comme on a mis la moyenne de la force ici, la moyenne de la force de Langevin doit être égale à 0. Et puis, il y a une deuxième propriété que Langevin utilise après, sur laquelle il passe en un mot, c'est que si vous multipliez la force de Langevin par la position, que vous faites la moyenne, vous trouvez 0. Et la seule explication qu'il donne, c'est que la force est irrégulière. Alors de nos jours, il faudrait dire qu'il n'y a pas de mémoire des collisions, et ce résultat est strictement vrai quand, dans la limite où la mémoire entre les collisions est égale à 0, chaque collision est complètement indépendante de la précédente.
En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes à une position X et que vous regardez par un intervalle de temps très court, la force oscille tellement vite qu'elle se moyenne à 0 et la particule n'a pas le temps de bouger. Donc c'est pour ça qu'on a cette propriété ici. Après, ce que fait Langevin, c'est qu'il résout cette équation. Il la résout, alors j'avoue que je n'avais jamais lu l'article de Langevin, il la résout par une méthode que je trouve extrêmement astucieuse. Il définit une variable qui est ici, qui est la valeur moyenne de x carré, et pas ce qui l'intéresse, ce n'est pas la valeur moyenne de x carré, c'est la dérivée par rapport au temps de ça. Comment est-ce qu'il obtient une équation pour cette variable? Il multiplie cette équation de Langevin par x, et puis il fait la moyenne, et vous voyez que ce terme-là, qui est le terme embêtant où apparaît la force de Langevin, si vous le multipliez par x, il disparaît. Et puis après, si vous regardez juste l'équation qu'on obtient, il est évident qu'à temps long, cette variable z atteint une constante. Alors la constante, Langevin la calcule, c'est 2 fois la masse fois la vitesse au carré, donc c'est proportionnel à l'énergie cinétique, divisé par le coefficient de friction. Pour aller plus loin, Langevin fait une hypothèse d'équilibre thermodynamique. Son hypothèse d'équilibre thermodynamique, elle revient à appliquer ce qu'on appelle le théorème d'équipartition de l'énergie. Vous savez que pour un système thermodynamique à l'équilibre, pour chaque degré de liberté, l'énergie est égale à 1,5 de kT. En particulier, l'énergie cinétique pour chaque coordonnée est égale à 1,5 de kT. S'il y a une seule coordonnée x, 1,5 de mv2 c'est 1,5 de kT et mv2 c'est kT. Si vous reportez là-dedans, vous trouvez que z c'est 2 kT sur zeta et qu'en intégrant, comme z c'est dx2 sur dt, x2, la distance au carré moyenne parcourue, est proportionnelle au temps. Et donc on retrouve bien à partir de cette équation de Langevin un phénomène de diffusion avec une constante de diffusion qu'il suffit que je lise ici. Alors il y a un facteur 2, il n'y a pas un facteur 6. Le facteur 2, c'est parce que j'ai écrit une équation avec une seule variable d'espace et pas 3 variables d'espace. Donc à partir de cette équation, Langevin retrouve un résultat qu'avait trouvé Einstein, c'est qu'il y a un coefficient de diffusion, et ce coefficient de diffusion, c'est kT, où K est la constante de Boltzmann et T la température, divisé par le coefficient de friction. Il est assez satisfait de retrouver ça. Il donne une autre méthode pour retrouver le même résultat dans son article. Il a résolu aussi l'équation de Fokker-Planck, qui est l'équation qui donne la probabilité de trouver la particule à une position x. Ça avait déjà été fait par Smoluchowski, mais Smoluchowski avait un facteur numérique qui était un peu bizarre, et Langevin a corrigé l'erreur qu'avait fait Smoluchowski. Donc le résultat essentiel, c'est ça, c'est que pour un système à l'équilibre thermodynamique, et j'insiste bien là-dessus, j'ai utilisé l'équipartition de l'énergie, il y a un coefficient de diffusion, et ce coefficient de diffusion, c'est l'excitation thermique divisée par la friction. La friction, on peut la calculer en utilisant l'hydrodynamique, et le coefficient de friction, c'est 6π fois la viscosité fois la taille de la particule. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer la dérivation un peu parallèle qui avait été faite 3 ans auparavant par Einstein. J'en ai fait un résumé un peu sidérant dans ce dessin-là, mais l'idée est là. Ce que fait Einstein, c'est qu'il considère un fluide avec des particules que j'ai mises en vert ici. Chaque particule est soumise à une force F et la densité est ρ. Alors c'est comme si vous aviez de la gravité. Comme chaque particule est soumise à une force F, il y a un gradient de densité dans ce système. Et puis Einstein découpe une tranche de fluide et écrit 2 choses. Il écrit l'équilibre des forces et puis il écrit le flux. Alors l'équilibre des forces est facile, il y a la pression des particules qui sont en dessous, il y a la pression des particules qui sont en dessus, et ça par unité de hauteur ici, ça va donner le gradient de la pression. Et puis la force c'est ρ fois F. Donc ce qu'écrit Einstein, c'est que le gradient de la pression est égal à ρ fois F. Il fait la même approximation d'équilibre thermodynamique. Il suppose que la solution est diluée, c'est-à-dire qu'il y a peu de particules, et dans ce cas-là, la pression est donnée par les lois des gaz parfaits. La pression, c'est kT fois ρ. Donc ça, c'est un équilibre de force qui justifie très en détail avec la physique statistique. Et puis après, il écrit le flux à travers cette tranche-là. Alors il y a 2 composantes au flux. Il y a une composante d'advection. Si vous avez une force F et une friction de zeta, il y a une vitesse d'advection qui est le rapport des deux. La force, c'est le coefficient de friction fois la vitesse. Et puis le flux, c'est la densité fois la vitesse. Et puis il écrit un terme de diffusion. Alors la diffusion, c'est ce qui se passe quand vous avez un gradient de densité. Si la densité est plus grande à un endroit qu'à un autre, il va y avoir un flux qui équilibre les densités pour que la densité redevienne homogène.
Le flux, bien sûr, il ne peut pas dépendre que de la densité, parce qu'autrement, il y aurait un flux pour une densité constante. Donc, il dépend du gradient de la densité. Dans ce système-là, à une dimension de la dérivée de la densité par rapport à x. Et le coefficient qui est devant, c'est le coefficient de diffusion. Alors, vous allez me dire, c'est une définition extrêmement différente de la précédente. Si la solution est diluée, il est extrêmement facile de se convaincre que c'est le même coefficient de diffusion que celui que j'ai défini tout à l'heure. Ce n'est pas toujours vrai. Si vous prenez des solutions concentrées, ils peuvent être différents. Ils peuvent même être très, très différents. Après, il suffit de comparer ces deux équations-là, de dire qu'elles doivent être compatibles. Et si elles sont compatibles, vous trouvez la relation d'Einstein, que le coefficient de diffusion, c'est kT divisé par le coefficient de friction. Le dernier point que je veux faire sur cette relation-là, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation. C'est une propriété extrêmement générale de tous les systèmes thermodynamiques qui sont à l'équilibre. Si vous mesurez les fluctuations dans le système, c'est la même chose à un facteur kT près que de mesurer la dissipation dans le système. Donc voilà un peu le cadre pour la diffusion qui a été fixé par Einstein d'abord et Langevin après. J'ai une autre partie à vous montrer qui est beaucoup moins connue, qui est un appendice ou un supplément à l'article d'Einstein. Il y a un physicien français qui est à Lyon, qui s'appelle Gouy, qui avait travaillé sur le mouvement brownien et qui s'était rendu compte que le mouvement brownien était bien dû à l'agitation thermique. Einstein ne connaissait pas l'article de Gouy, et cet article-là, qui est paru en 1906, Einstein reconnaît que Gouy et puis un autre physicien allemand avaient obtenu des résultats expérimentaux qui sont dans la bonne direction par rapport à ce qu'il a fait lui. L'article de Gouy est très très qualitatif et donc n'a absolument aucun résultat quantitatif, sauf peut-être des ordres de grandeur. Et Einstein reconnaît à Gouy qu'il avait les bons ordres de grandeur pour ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur le mouvement brownien et la diffusion. Ce que je veux faire maintenant, peut-être c'est pas très classique pour vous, je vais vous donner des ordres de grandeur. Alors ce que j'utilise, c'est ce que j'appelle la formule de Stokes-Einstein, parce que je considère les particules comme des sphères, ça sera plus simple pour moi. Et puis je vais vous donner plusieurs ordres de grandeur. Le premier ordre de grandeur, c'est supposer que je sache marquer une molécule dans l'eau, ou je sais marquer un proton dans l'eau, quel est le coefficient de diffusion. Alors j'ai fait le calcul, vous pouvez me faire confiance, c'est dans des unités qui ne sont pas tout à fait les unités officielles, mais ce qu'on trouve, c'est que le coefficient de diffusion d'une molécule d'eau ou d'un proton dans l'eau, c'est 10-5 cm² par seconde. Alors, si vous réalisez qu'un jour, c'est 10 puissance 5 secondes, ça veut dire que par diffusion, une molécule d'eau, elle se déplace d'1 centimètre par jour. Et on retrouve là ce que je disais tout à l'heure, que le mouvement diffusif est extrêmement lent. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est un petit objet dans une cellule. Alors, j'ai deux types de petits objets. Il y a des vésicules ou des virus. Ces objets-là ont une taille qui fait à peu près 100 nanomètres. Une molécule, c'est 0,1 nanomètre, donc c'est 1000 fois plus petit. Alors j'ai changé d'unité parce que c'est plus facile avec ces nouvelles unités. Ce qu'on trouve pour le coefficient de diffusion, c'est 1 micromètre carré par seconde. Donc pour parcourir 1 micron à l'intérieur d'une cellule, il faut un temps d'1 seconde. Puis j'ai une dernière remarque, c'est que si vous regardez cette formule-là, elle satisfait une loi de la nature qui est que les objets gros se déplacent toujours lentement. Mon directeur de thèse, qui était Pierre-Gilles Degène, professeur au Collège de France, appelait ça le théorème de Baudelaire, en référence au poème de Baudelaire sur l'albatros qui a des grandes ailes et qui se déplace lentement. On peut rendre ça un peu plus quantitatif, alors ce n'est pas une règle, ça, tout à fait formelle. Il est clair que si vous regardez des objets macroscopiques, les fluctuations thermiques sont totalement négligeables. Quand vous tapez dans un ballon de football, c'est assez à la mode de nos jours, ce n'est pas la peine de vous inquiéter des fluctuations thermiques. La règle, c'est que pour tous les objets qui sont plus grands qu'un micron, il n'y a pas de fluctuation thermique. Pour les objets qui sont plus petits qu'un micron, les fluctuations thermiques deviennent dominantes. Alors, je vais prendre un exemple de ça. C'est regarder une cellule et puis regarder comment se déplace un virus ou une vésicule dans cette cellule. La taille typique d'une cellule, c'est 20 microns. Si je regarde une vésicule de 100 nanomètres, alors tout le transport cellulaire est basé là-dessus, qu'il faut amener des vésicules à la surface de la cellule pour faire de la signalisation. Si vous prenez une vésicule de 100 nanomètres, le temps que ça prend, c'est 1 ou plusieurs minutes. Et ça, ce n'est pas assez rapide pour les processus biologiques. Alors la nature a évidemment inventé quelque chose pour aller plus vite. Quelque chose qu'elle a inventé, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure,
c'est que la diffusion, c'est trop lent, et le moyen d'aller plus vite, c'est de faire un transport balistique, c'est-à-dire c'est de faire un transport à vitesse constante. Donc la nature a inventé ce qu'on appelle des moteurs moléculaires, qui sont des machines qui sont capables de se déplacer dans la cellule à vitesse constante. Alors parce que c'est plus facile à expliquer comment ça marche, je ne vais pas vous montrer une image d'un moteur moléculaire qui se déplace. Les gens ont réussi à faire ça avec un microscope à force atomique. Ce que je vais vous montrer, c'est un schéma de moteur moléculaire, une animation de moteur moléculaire qui se déplace. Voilà mon animation. Le moteur moléculaire, c'est cet objet à deux jambes ici. Il a une grande queue, et puis il porte la vésicule. Le système est à peu près à l'échelle. Cet objet pose plein de questions physiques. Vous voyez que la façon dont il est censé marcher, c'est marcher d'abord, il ne court pas, il n'a jamais les deux jambes détachées, parce qu'autrement, il diffuserait loin du filament, donc il y en a toujours une qui le retienne au filament. Et puis il marche comme nous, c'est-à-dire il passe une jambe devant l'autre. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par des expériences de fluorescence. Il faut accrocher un label fluorescent à une jambe, il faut l'accrocher à l'autre, et puis comparer à l'expérience où il n'y en a qu'un. Et comme ça, on arrive à montrer qu'il y a vraiment un mouvement où ils passent l'une sur l'autre. Il y avait un débat gigantesque sur le fait qu'il pourrait faire des pas chassés comme ça. Ce débat a été tranché. Il marche. Vous voyez, alors il a un rail ici. Pour que ça marche, il faut qu'il consomme de l'énergie. La consommation d'énergie, c'est de l'énergie chimique. C'est une molécule qui s'appelle l'ATP. Et puis, il faut qu'il y ait une polarité, parce qu'autrement, il diffuserait. Il faut qu'il y ait une direction privilégiée. Ces filaments ici, qui s'appellent les microtubules, sont des filaments qui sont polaires, et c'est eux qui fixent la direction du moteur. Ceci dit, le moteur marche à une vitesse qui est de l'ordre d'1 micron par seconde et peut exercer des forces. Alors les forces qu'il peut exercer ne sont pas grandes, c'est des piconewtons, donc 10-12 newtons, mais à l'échelle cellulaire, c'est exactement les forces dont on a besoin. Donc ce moteur est parfaitement efficace à l'échelle cellulaire. Un moteur qui marche sur les microtubules comme ça s'appelle une kinésine. Voilà quelque chose qu'a inventé la nature pour aller plus vite que la diffusion. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous donner deux exemples de mouvements browniens en biologie. Alors avant, ce que je veux, c'est regarder des systèmes qui violent la relation d'Einstein. L'hypothèse importante qu'ont fait à la fois Einstein et Langevin, c'est que le système est à l'équilibre thermodynamique et que pour calculer son coefficient de diffusion, je peux appliquer les lois de la thermodynamique ou de la physique statistique, si vous voulez. Pour moi, c'est un petit peu pareil. Donc, ce que je veux regarder, c'est des systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon de le faire, je vous ai dit qu'une des hypothèses de Langevin, c'était que la force n'avait pas de mémoire et pas de corrélation. Si vous donnez une mémoire à la force, ou si vous dites que la force à un instant t est corrélée avec la force à un instant plus loin, vous créez un système qui est hors équilibre thermodynamique et qui a un comportement différent et qui ne respecte pas, au moins à temps court, la relation d'Einstein. C'est des sujets sur lesquels je travaille avec un collègue à NYU qui s'appelle Grossberg. Bien sûr, la principale caractéristique de tous les systèmes hors d'équilibre, et ce que j'ai en tête, c'est des systèmes biologiques, c'est le fait que ces systèmes sont des systèmes dissipatifs, ils dissipent de l'énergie, et si vous voulez maintenir dans un état stationnaire, il faut leur fournir de l'énergie en permanence. Donc ça, c'est ce qui arrive à peu près tous les systèmes hors d'équilibre. Il y a un exemple de système hors d'équilibre qui est un peu plus simple, qui est ce qu'on appelle la matière active. Ce que j'appelle la matière active, c'est un système qui consomme de l'énergie, mais où chaque élément du système consomme de l'énergie. Exemple, si vous voulez étudier un tissu biologique, le tissu est constitué de cellules, et chaque cellule consomme de l'énergie, elle a besoin de sucre pour vivre, elle consomme les sucres qu'on lui donne. Si vous regardez des bactéries en solution dans l'eau, elles ont besoin d'oxygène, et à cause de cet oxygène, elles consomment de l'énergie. C'est de la matière active, parce que chaque bactérie consomme de l'énergie. Alors ce concept est assez général. J'ai une slide ici à vous montrer, où j'ai essayé de faire une liste de tous les systèmes qui sont considérés comme de la matière active. Alors j'ai parlé des tissus, j'ai parlé des colonies de bactéries. Alors il se passe des choses assez amusantes dans les colonies de bactéries. Par exemple, si vous regardez des bactéries à la surface d'une goutte, chaque bactérie veut se propulser, mais il y a des effets collectifs. Et on a ce type d'écoulement que les gens ont appelé de la turbulence bactérienne. Ça n'a rien à voir avec de la turbulence, parce que le nombre de Reynolds est à peu près égal à 0 dans ce système-là. Donc c'est vraiment l'autopropulsion des bactéries qui crée ces phénomènes. On peut imaginer des systèmes actifs qui sont totalement synthétiques.
Et puis, on peut aussi imaginer des systèmes actifs qui sont totalement macroscopiques. Ce que vous avez à droite, c'est un banc de poissons. Dans un banc de poissons, les poissons ont envie de bouger, mais chaque poisson a envie de bouger dans la même direction que ses copains. Donc, ils regardent les voisins et ils moyennent la direction des voisins. Si la densité est faible, les poissons vont dans toutes les directions. Si vous augmentez la densité de poissons, il y a une transition de phase. Alors, c'est une transition de phase dynamique, où la densité de poissons, et vous avez une bande qui se fait ici, un banc de poissons où la densité est élevée, et il y a une vitesse où tous les poissons vont dans la même direction. Ça, c'est un vol d'oiseaux. Même chose, dans les vols d'oiseaux, si les oiseaux sont suffisamment dispersés, ils vont voler chacun dans leur direction. Si la densité est suffisamment élevée, ils vont voler macroscopiquement dans la même direction. Il y a des phénomènes d'ondes qui se propagent là-dedans, qui sont communes à peu près tous ces systèmes. J'ai mis un article ici où on résume les méthodes pour étudier ces systèmes-là. Alors, je vais revenir aux bactéries. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment se propage cette bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui est un peu le modèle que les physiciens aiment bien. C'est une bactérie qui est extrêmement abondante dans votre intestin. La bactérie, c'est un espèce de petit cylindre qui est ici. Et puis, la bactérie a des flagelles qui sont des hélices. Il y en a 6 ou 7. Ces hélices ont tendance à former un faisceau d'hélices, qui est cette hélice ici. Le faisceau tourne et ça propulse la bactérie. Donc la bactérie a tendance à se propager en ligne droite. La vitesse de la bactérie, c'est quelque chose comme 30 microns par seconde. Le modèle de mouvement de bactéries a été fait par ce monsieur Howard Berg aux États-Unis, qui d'ailleurs a écrit un livre tout petit, extrêmement clair et extrêmement qualitatif, qui s'appelle Brown and Motion in Biology, où il y a plein de données sur toutes ces choses-là. Voilà la trajectoire, alors ça date des années 72, la bactérie part de là, et vous avez la trajectoire de la bactérie telle qu'elle a été mesurée par le groupe de Howard Berg. Ce que dit Berg, c'est qu'il y a 2 phases dans le mouvement. Il y a une phase où la bactérie se propage en ligne droite à vitesse constante, 30 microns par seconde, et puis elle s'arrête à certains endroits, elle tourne sur elle-même. Alors ce qui se passe, c'est que ce faisceau d'hélices se défait, il y a une hélice qui s'en va, les hélices tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si on enlève une hélice, ça tourne dans l'autre sens, et la bactérie tourne sur elle-même. Ce qu'il appelle les runs, qui sont ces phases de propagation en ligne droite, ça dure 1 seconde. Ce qu'il appelle les tumbles, qui sont ces phases où la bactérie tourne sur elle-même, ça dure 1/10 de seconde. Et puis en fait, ce qu'on a, c'est ce que je vous ai présenté comme une marche aléatoire au début. Voilà un run. Ici, on change de direction de façon aléatoire. Ici, on change de direction de façon aléatoire. Donc c'est une marche aléatoire, exactement dans le sens où je vous ai montré mon premier exemple. Alors je vais vous montrer un film où on voit ces bactéries. Donc voilà des bactéries qui se font. Vous en avez une par ici qui perd un flagelle, hop, sauf qu'elle peut aller dans la 3e direction, donc on n'arrive pas à avoir la marche aléatoire là-dessus. Donc voilà la façon dont les bactéries sont censées se propager. À temps long, c'est-à-dire à temps beaucoup plus long qu'1 seconde, si on suit une bactérie pendant 1 minute, on va voir une marche aléatoire. La taille de la marche que j'appelais A tout à l'heure, c'est la vitesse ou le temps de la marche, donc c'est V taux. Et puis, à temps long, vous avez un coefficient de diffusion qui est énorme, qui est 10-8 mètres carrés par seconde, ça c'est la vraie unité des coefficients de diffusion, qui est plusieurs ordres de grandeur plus grand que le coefficient de diffusion dû à l'agitation thermique sur ces objets-là. Donc si vous regardez une bactérie, il n'y a pas d'agitation thermique, il y a un coefficient de diffusion qui est dû au fait qu'elle se propage, elle change de direction de façon aléatoire, et recommence comme ça. Alors, il y a un dernier commentaire sur les bactéries, c'est que les bactéries ont besoin de se déplacer parce qu'il faut qu'elles cherchent leur nourriture. Alors qu'est-ce que c'est une source de nourriture? C'est une source ponctuelle, et puis autour de la source, en moyenne, il y a un gradient de densité de nourriture. Ce que détecte la bactérie, c'est ce gradient. Il y a 2 façons de détecter le gradient. On peut mesurer la concentration devant et la concentration derrière et faire la différence. Ça ne marche pas sur les bactéries, c'est parce qu'elles sont trop petites. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure le gradient en fonction du temps. Elle le compare à différentes positions parce qu'elle avance à une vitesse donnée qui est de 30 microns par seconde. Donc elle arrive à mesurer le gradient, et puis en fonction de ce gradient, il faut qu'elle biaise cette marche aléatoire pour arriver à la source de protons. Ce qu'ont montré les expériences, c'est que la façon dont ça se fait, c'est que quand la bactérie voit la concentration augmenter, les runs sont un peu plus longs. Donc la période pendant laquelle elle va tout droit augmente si la bactérie se rapproche de la source de nourriture, et comme ça, elles arrivent à trouver les sources de nourriture. Ce phénomène s'appelle la chimiotaxie ou la chémotaxie.
dépendant de la façon dont on traduit l'anglais. Je voulais vous montrer deux autres effets sur les bactéries, qui sont ceux-là plus bizarres et qui sont uniquement dus à ce mouvement de diffusion biaisé que je vous ai expliqué tout à l'heure. La première question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand une bactérie arrive près d'une surface? Quand elle arrive près d'une surface, ce que montrent les expériences et aussi les travaux théoriques, c'est qu'elle a tendance à suivre la surface. Alors pourquoi est-ce qu'elle suit la surface? Parce qu'elle ne peut pas changer de direction vers la surface, elle ne peut faire que les changements de direction qui seraient dans la direction opposée, et donc elle reste le long de la surface beaucoup plus longtemps que ce qu'elle resterait si elle était en volume. Ça crée des effets qui sont tout à fait, en tout cas pour moi, contre-intuitifs. Ici, j'ai une chambre pour les bactéries qui est divisée en deux, mais qui n'est pas divisée en deux par un plan, qui est divisée en deux par des surfaces où il y a des petits chevrons comme ça. Si vous regardez une bactérie qui arrive de ce côté-là, elle va taper dans un chevron, elle va suivre la surface, et elle va rebondir de l'autre côté. Si vous regardez une bactérie qui arrive de la droite, elle va taper dans un chevron, elle va suivre le chevron la force à faire demi-tour, et elle repart de là où elle vient. Ce que ça vous dit, ça, c'est que le flux de la gauche vers la droite est plus grand que le flux de la droite vers la gauche. Maintenant, si vous mettez une concentration de bactéries homogène sur le système, comme les bactéries se déplacent plus de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche, elles vont s'accumuler à droite, et elles vont s'accumuler à droite absolument sans que j'ai mis aucune force extérieure. Le premier commentaire, c'est que c'est un effet tout à fait de physique hors d'équilibre. Hein. À l'équilibre, la seule chose qui compte, c'est l'interaction de la bactérie avec la chambre dans laquelle elle est. Les deux chambres des deux côtés sont parfaitement identiques. Donc si vous avez un système à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire si vous supprimez la propulsion, ça reste homogène. Si vous considérez la propulsion des bactéries, et vous le voyez très bien sur cette image-là, ça devient dense à droite et dilué à gauche. Ce que j'ai fait quand même avec ces chevrons qui sont là, c'est que j'ai brisé la symétrie. Il y a une orientation dans ces chevrons, et le fait qu'on a brisé la symétrie, plus le fait que la bactérie est active, autorise ce genre d'effet. Alors j'ai un deuxième effet qui est relié à ça, qui est cette image qui est là, qui est une expérience qui a été faite par un de mes collègues qui s'appelle Igor Aronson aux États-Unis. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une roue à cliquer comme ça, il l'a plongée dans une solution de bactéries, et sans rien faire d'autre, la roue à cliquer tourne. Alors pourquoi est-ce que la roue à cliquer tourne? Parce que quand les bactéries arrivent là, elles se propagent le long de cet accès-là, et vous tapez dans le mur qui est perpendiculaire. Si elle arrive dans l'autre sens, il ne se passe rien. Donc il y a une asymétrie. À nouveau, j'ai brisé la symétrie de rotation. On injecte de l'énergie dans le système avec la bactérie, et ça suffit pour que la roue tourne. Donc c'est un moteur à bactéries. Je ne sais même plus à quelle vitesse il tourne. Je ne connais absolument aucune application de ça. Mais le mécanisme est assez génial, et j'avoue que j'aime beaucoup cette expérience-là. J'aurais jamais osé dire qu'on arrive à faire des choses comme ça. Est-ce que j'ai encore du temps? 5 minutes. Alors je vais juste vous montrer mon dernier sujet. Mon dernier sujet, c'est de regarder des diffusions de cellules dans un tissu. Alors les tissus qu'on étudie à l'Institut Curie, c'est des agrégats de cellules comme ça qui s'appellent des sphéroïdes multicellulaires. On part de petits agrégats de cellules, et puis on attend qu'ils poussent. Ils poussent par division cellulaire. Les cellules se divisent et meurent. C'est des cellules cancéreuses parce que ces choses-là sont assez difficiles à faire avec des cellules qui ne sont pas cancéreuses. Les gens savent le faire, mais c'est un peu compliqué, surtout pour les physiciens. Et donc vous voyez un de ces agrégats ici. Ça, c'est une expérience qui a été faite par Françoise Brochard. Ce qu'a fait Françoise Brochard, c'est qu'elle a aspiré cet agrégat avec une pipette. Et en gros, ça se comporte comme un liquide de cellules. Donc c'est une petite boule de cellules qui se comporte comme un liquide, et vous arrivez à la pomper dans la pipette. Il y a une viscosité de ces objets-là. Alors la viscosité, c'est 10 puissance 5 ou 10 puissance 7 pascal seconde. Ça fait 8 ordres de grandeur ou 10 ordres de grandeur plus grand que la viscosité de l'eau. Mais c'est des objets qui coulent. Alors sur le plan théorique, on arrive à simuler ça. Donc voilà un petit agrégat de cellules. Puis les cellules se divisent. L'agrégat croît. Alors, ce n'est pas tout à fait une sphère, mais si vous moyennez sur plusieurs expériences, c'est une sphère à peu près parfaite. Et puis, ça s'arrête à une taille finie. Alors, je peux le relancer. Donc, voilà cet agrégat de cellules qui croît. Ça s'arrête à une taille finie. C'est à peu près une sphère. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une tension de surface. Donc, il y a une tension de surface des cellules qui crée des forces sur la surface de façon à ce que l'agrégat reste sphérique.
Alors, on s'est intéressé au coefficient de diffusion des cellules là-dedans. Je vous dis que c'était un liquide, donc je peux me poser les mêmes questions que celles que posait Langevin dans un fluide classique. Je vais vous montrer ici des résultats de simulation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les cellules en fonction du temps dans une simulation numérique, comme celle que je viens de vous montrer là. On trace le carré de la distance en fonction du temps, et puis on regarde comme il varie. C'est un superbe mouvement de diffusion. Hein. Ça, c'est le carré de la distance, ça, c'est le temps. Vous voyez que c'est une droite de pente constante. C'est un peu plus compliqué que pour des particules passives, parce que les cellules meurent. Donc, quand la cellule meurt, on est obligé de s'arrêter. C'est pour ça que toutes les courbes ne vont pas au même endroit. C'est que celles-là sont mortes avant. Et donc, on ne peut plus suivre les cellules plus long. C'est un système qui est clairement hors équilibre thermodynamique. Ceci dit, il y a du bruit. Et dans ce système-là, ce qui crée le bruit surtout, c'est la division cellulaire. Alors, la division et la mort cellulaire. Je vais vous épargner un petit calcul qui permet de montrer que le coefficient de diffusion n'a rien à voir avec la température, mais qu'il est proportionnel au taux de division cellulaire. La division cellulaire dans des objets comme ça, c'est pour une cellule, le temps moyen, c'est 1 jour. C'est des expériences qui ont l'air simples, mais il faut arriver à maintenir tout le monde en vie pendant plusieurs jours. Autrement, on ne mesure rien. Donc voilà le déplacement des cellules en fonction du temps. Et ça, c'est fait pour divers coefficients de diffusion. Et puis ce qu'on a tracé ici, c'est le coefficient de diffusion en fonction du taux de division. Vous voyez que c'est à peu près une droite. Ce n'est pas exactement une droite. Vous voyez qu'il y a des points ici ça a tendance à se courber vers le haut. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a d'autres sources de bruit pour ça. La forme des cellules fluctue, par exemple, et je n'ai absolument pas mis le fait que la forme des cellules fluctuait pour trouver ce résultat-là. Le fait que la forme des cellules fluctue, c'est quelque chose qu'on peut simuler par une température effective. Si on met une température effective, on arrive bien à reproduire ces choses-là. Peut-être ce que je veux que vous reteniez, c'est d'abord cette relation d'Einstein, c'est-à-dire que dans un système à l'équilibre thermodynamique, fluctuation et dissipation, c'est la même chose, modulo la température, et puis que toutes ces choses-là ne marchent pas pour des systèmes hors d'équilibre, et qu'on est obligé à chaque fois, et je ne sais pas, Bernard parlera peut-être de ça, de trouver des modèles qui sont un peu différents et qui sont complètement différents de ceux qu'on utilise à l'équilibre thermodynamique. Voilà, je vais m'arrêter là et vous remercier pour votre attention.